Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là, toujours au rendez-vous en cette période ensoleillée. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de présenter notre intervenant de ce soir, mais on a le bonheur en effet de le retrouver chaque année depuis les débuts, enfin chaque année ou presque, mais pas loin. On a eu beaucoup de plaisir à l'entendre sur des sujets très divers, notamment le cinéma classique hollywoodien, mais pas seulement. Il y a eu des unipop, on a fait Mankiewicz, Lubitsch, Prévert, Bergman, voilà, beaucoup de choses. Donc, Endelbin est critique de cinéma, depuis très longtemps dans les pages de Positif notamment, auteur d'un très grand nombre d'ouvrages de cinéma, conférencier, intervenant, commissaire d'exposition. Il y avait notamment eu l'expo sur les comédies musicales à la Philharmonie, qui avait donné lieu à un livre aussi, je crois. Et donc, la dernière fois que tu étais venu, c'était justement donc l'an dernier, à cette même période, sur Fred Astaire. Et c'était un vrai régal. Et on s'est dit, on va réitérer à peu près au même moment, finir cette saison en beauté, et puis rester dans ce Hollywood enchanteur. Et on avait passé tous en scène de Minelli, et on s'est dit, faisons tout Minelli. Voilà, et je te remercie vraiment d'avoir accepté de nous faire l'amitié, d'être revenu encore à Pessac. Et je vais te laisser la parole. Voilà, je te laisse t'installer. Merci beaucoup. Merci Audrey. Bonne soirée. Hop. Je monte. Voilà. Alors, vous avez déjà vu ou revu Un Américain à Paris. Pour ceux qui avaient le courage, malgré le très beau temps et quelques averses, d'assister à la séance de 16 heures. Alors, au départ, ce que j'avais suggéré à François Aimé et à Audrey, c'était de faire le Minelli non musical. Et puis, en fait, comme ma théorie, si j'en ai une, en fait, c'est de dire que chez Minelli, ce qui est intéressant, c'est le mélange des genres. Donc, ça justifiait de commencer par une comédie musicale, qui est le genre dans lequel Minelli a excellé et pour lequel il est le plus connu aujourd'hui, comme il l'était aussi à l'époque. Mais il faut savoir que Minelli, lorsqu'il débute comme réalisateur à Hollywood, en 1943, avec Un petit coin aux cieux, Cabin in the Sky, la comédie musicale, le musical est le genre préféré du public de l'époque. On est en pleine Deuxième Guerre mondiale. C'est un genre dans lequel Minelli s'est d'abord spécialisé sur scène, dans des spectacles comme metteur en scène, mais aussi comme décorateur et créateur de costumes. Ensuite, il a fait son apprentissage. Il a été pris sous contrat pendant quelques années, à la fin des années 1930, à la MGM, qui est le grand studio spécialisé dans le genre musical. Et une chose intéressante, c'est que quand il est arrivé à Hollywood, il a plutôt rétrogradé, c'est-à-dire qu'il était un metteur en scène de spectacles à prestige à Broadway. Et à Hollywood, Arthur Freed, qui était un jeune producteur, qui allait devenir le plus grand producteur de comédie musicale à Hollywood, est en train de faire ses premières armes. Il vient de remporter un succès avec la production du Magicien d'Oz. Et il engage Minelli pour que ce dernier fasse son apprentissage du cinéma. C'est quand même assez audacieux à l'époque d'engager quelqu'un comme ça pour pas dans une fonction précise, pour s'imprégner de la profession, des différents aspects techniques, artistiques du métier, de la façon aussi dont le studio fonctionne avec tout ce personnel énorme qui est salarié à plein temps, aussi bien chez les artistes, les acteurs et actrices, que dans tous les départements techniques, y compris les décors, costumes, chorégraphie, musique, etc. Et petit à petit, alors on donne à Minelli, c'est assez intéressant, on lui donne à réaliser des séquences musicales ou simplement des séquences importantes dans des films signés par d'autres, puisqu'on s'aperçoit que Minelli a un véritable œil de réalisateur.
Et donc, on l'assigne à une sorte de comment dire, de doctoring ou voilà, il est là pour l'espace d'un moment, d'un instant, d'une séquence, améliorer les choses, les rendre plus spectaculaires, plus belles, plus accomplies artistiquement. Et ça, c'est évidemment un mode de travail qui convient assez bien aux comédies musicales, puisque on demande par exemple à Minnelli de réaliser un numéro musical ou plusieurs numéros musicaux au sein d'un film dont il ne signe pas la mise en scène complètement. Et petit à petit, il va se rendre donc indispensable, avant même d'avoir tourné un seul film sous son nom, il se rend indispensable à la MGM. On appelle Minnelli au secours pour réparer, pour améliorer une scène d'un film, voire plusieurs passages d'un film, musical ou non d'ailleurs. Et puis donc la chance lui sourit lorsqu'on lui confie cette adaptation d'un spectacle de Broadway qui n'a pas très bien marché, mais qui a ceci d'assez audacieux pour l'époque, un petit coin aux cieux, Cabin in the Sky, c'est qu'il est entièrement interprété par des Afro-Américains. Un musical entièrement chanté, dansé, joué par des Noirs. C'était rare à l'époque. C'était déjà rare qu'il y ait des interprètes de couleur dans les films hollywoodiens classiques. Et le film est un succès d'estime, avec un relativement petit budget. Et notamment à la fin du film, il y a une séquence très marquante d'ouragan. C'est un film qui mêle le réel et le rêve, puisqu'il s'agit d'un personnage dont on hésite à le faire passer dans l'au-delà. Alors c'est sous forme d'une sorte de rêve ou de cauchemar. Et donc il y a des scènes fantasmagoriques extraordinaires. Voilà. Ensuite, Minnelli tourne un musical très mineur avec Eleanor Powell et Red Skelton. C'est un remake d'un film burlesque de Buster Keaton des années 20. C'est I Do It, Mademoiselle ma femme, un film où Minnelli montre qu'il peut aussi répondre à la commande. C'est pas un projet qu'il a choisi. On lui a assigné ce projet un peu bancal. Et en attendant, Arthur Freed le prépare à son premier chef-d'œuvre. Et ça va être alors un triomphe commercial, un film en Technicolor, sublimement réalisé par Minnelli. Je vais vous en présenter un extrait. C'est Le Chant du Missouri, Meet Me in St. Louis, 1944. Minnelli rencontre la star du film, Judy Garland, qui va devenir sa fiancée puis son épouse. Et c'est un film qui est à la fois un classique de la comédie musicale et un film que, au départ, la MGM ne voulait pas produire ni même développer lorsque l'écriture a été enclenchée, puisque c'est un film où, entre guillemets, il ne se passait rien. C'est une chronique, la chronique au début du XXe siècle, d'une famille dans la ville de Saint-Louis, dans le Missouri, dont l'événement le plus marquant est la menace d'un éventuel déménagement à New York. Donc, et cette chronique familiale qui arrive à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a des accents nostalgiques qui en font un triomphe pour le public américain et aussi pour les troupes qui sont engagées dans le conflit mondial en Europe. Minnelli, au départ, hésite un peu à accepter ou à s'enthousiasmer pour ce projet qui est issu d'une série d'articles de Sally Benson autobiographique qui raconte la vie quotidienne d'une famille de la classe moyenne dans la ville de Saint-Louis. Et il y a un épisode en particulier qui
qui décide Minelli à accepter le projet, c'est l'épisode de Halloween, c'est la fête de Halloween. Alors maintenant, en France, tout le monde connaît Halloween, parce que c'est devenu à la mode. Mais à l'époque, c'était une fête considérée comme très américaine. Et c'est la plus petite de la famille Smith, la plus petite fille, qui s'appelle Tootie, qui va être l'héroïne de cette séquence que je vais vous montrer, qui ne sert pratiquement à rien dans l'intrigue elle-même, que la MGM a même à un moment voulu couper, mais Arthur Freed et Minelli s'y sont opposés. La séquence est restée dans le film. La méchante ironie de l'affaire, c'est que le catalogue MGM a été racheté par Warner, la Warner qui fête ses 100 ans cette année. Et lorsque la Warner passe sur ses chaînes ou sur d'autres chaînes le film Le Chant du Missouri, cette scène est à nouveau coupée, dans une version en fait coupée pour la télévision. Donc la séquence de Halloween, et vous allez tout de suite, on fera des commentaires après, mais vous rendre compte à quel point Minelli, déjà à l'époque, en Technicolor, utilise tous les éléments cinématographiques mis à sa disposition pour nous faire entrer dans la subjectivité d'un personnage, en l'occurrence une petite fille, qui n'en est pas à un vert paradis innocent, mais dont le quotidien est peuplé de terreur, notamment dans cette séquence de Halloween très, très célèbre, avec Margaret O'Brien. Vous ne verrez pas Judy Garland dans cet extrait. Alors, 1945, Le Chant du Missouri. Voilà. Donc, un intermède gothique au milieu d'un film, d'un divertissement musical en Technicolor. Alors, la séquence, elle n'est pas chantée ni dansée, mais elle est proprement musicale quand même. Elle est accompagnée d'une musique qui exprime la terreur de la petite héroïne, Tootie. Et vous voyez à quel point Minelli utilise tous les moyens du cinéma pour nous faire partager la subjectivité de son personnage, les mouvements de caméra, la lumière, évidemment une lumière nocturne, mais les ombres, le contraste entre les parties éclairées, le feu et l'obscurité, les accessoires, le vent, les feuilles, le vent qui souffle les feuilles dans la rue, et les costumes de sorcières pour lesquels Minelli et le département costume ont fouillé dans les greniers de la MGM qui entreposait tous les films d'époque tournés pour en affubler les enfants. Voilà, donc un exercice de style, une séquence mémorable qui est une sorte d'aparté au sein d'un film beaucoup plus à la fois joyeux et nostalgique et divertissant. Vous noterez aussi la précision dans l'emploi des couleurs, très peu de couleurs vives, le vert d'un châle, la lampe chez les Brokoff, mais sinon, voilà, une utilisation très parcimonieuse du Technicolor qui, à l'époque, était plutôt, disons, une arme de bariolage et de couleurs chatoyantes extrêmement éclairées. Minelli, d'emblée, se distingue comme un esthète, non seulement de l'image, mais aussi du rythme d'une séquence, de l'utilisation du son, et non seulement des décors en tant que décors, mais jusque dans leurs moindres détails, y compris les accessoires, le sac de farine, voilà. Et puis aussi son excellence à diriger les acteurs, à les mettre en confiance. Minelli, c'est quelqu'un qui parle très peu, mais qui se fait comprendre et qui provoque une empathie avec des personnages qui n'hésitent pas à traduire à l'écran leurs démons,
que ce soit dans une comédie musicale, que ce soit des enfants ou des adultes, que ce soit dans une comédie ou dans un drame. Minnelli et Judy Garland tombent amoureux sur le tournage du Chant du Missouri. Et on prépare donc pour Judy Garland, à l'époque, un projet qui sera son premier film non musical, où elle ne chante pas une note. Ça s'appelle L'Horloge, The Clock. On est en 1945 lorsque le film sort. Le metteur en scène prévu, qui a d'ailleurs commencé la préparation, est Fred Zinman. Et il est vite remplacé, notamment à l'insistance de Judy Garland, par Vincent Minnelli, qui, avec ce film-là, fait une sorte de déclaration d'amour avec sa caméra à Judy Garland. Le thème est très simple. On parle souvent de Minnelli et des mélodrames, mais en fait, c'est pas un mélo, c'est un drame avec une trame romanesque hyper minimale. On est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Un soldat en permission, un jeune soldat en permission, rencontre une jeune New-Yorkaise. C'est le coup de foudre, en l'espace de 24 heures, unité de temps, de lieu et d'action. Ils tombent amoureux, ils se marient, ils se séparent. Je vais vous montrer la fin de The Clock, de l'horloge, c'est-à-dire les adieux de Judy Garland et Robert Walker, qui font les deux amoureux, maintenant les deux époux. Lui, il retourne au front. Là, sa permission est terminée. Et ça se passe dans la gare centrale de New York, reconstituée. C'est un film à relativement petit budget, à part la reconstitution de cette gare. Et vous allez voir, encore une fois, la virtuosité de Minnelli, mais pas du tout une virtuosité gratuite, une virtuosité qui ne fait qu'exacerber les sentiments, les émotions des personnages. Ces personnages qui, dans une optique presque néo-réaliste avant la lettre, bien que le film soit entièrement tourné en studio, se fondent dans la foule des Américains moyens, avec cette scène d'adieu qui commence par un travelling. Et vous noterez l'utilisation, encore une fois, très percutante du décor, de ce grand décor où des individus peuvent être isolés par la caméra, mais aussi où on utilise par exemple des grilles de la gare pour faire ressentir encore plus la séparation, l'enfermement, l'isolement des deux personnages. Donc les 2 dernières minutes de l'horloge avec cet inoubliable mouvement de grue final. Alors je vous montre une fin, maintenant je vais vous montrer un début. Le film suivant, réalisé par Minnelli, est un film dont le tournage a été plein de problèmes. C'est un film à sketch, c'est ce qu'on appelait des films revus à l'époque. Donc ça s'appelle Ziegfeld Follies. C'est inspiré d'une forme théâtrale qui a fait les beaux jours de Broadway, avec le grand producteur de théâtre Ziegfeld, qui a d'ailleurs déjà donné lieu à un biopic. Au départ, l'idée du film à sketch, c'est la fausse bonne idée. Enfin, c'est qu'on va tourner des sketchs avec toutes les plus grandes stars MGM, sketchs musicaux ou sketchs non musicaux. Donc chacun ne va être en fait mobilisé que pendant un court laps de temps. Donc ça va être voilà, une sorte de fête pour les yeux et les oreilles. Et tout cela finalement prend énormément de temps. Il faut construire des décors somptueux, parce que Minnelli a aussi, ça y est, maintenant il est installé. C'est un cinéaste qui peut dicter ses volontés. Et le tournage va se prolonger. Et en plus, les sketchs, si on n'est pas content d'une séquence, on coupe un sketch. Si on pense qu'il manque quelque chose, on rajoute une scène. Voilà,
au début le Ziegfeld lui-même, qui est mort, qui est au paradis, et qui rêve à ce que serait en 1944 ou 1945 l'équivalent au cinéma de ces Ziegfeld Follies. Et parmi les stars de Ziegfeld Follies, il y a Fred Astaire, il y a une jeune interprète que Arthur Freed cherche à imposer, qui s'appelle Lucille Bremer, qui va être la partenaire de Fred Astaire, dans 2 sketchs. Enfin, dans 3 sketchs, mais il y en a un qui sera coupé au montage. Et il y a un sketch où, je ne sais pas qui à la MGM a eu l'idée de grimer Fred Astaire en chinois. C'est un chinois assez peu plausible, il faut dire ce qui est. L'idée, c'est qu'il va interpréter avec sa partenaire, Lucille Bremer, un duo avec des éventails. Ils sont tous les deux costumés en habits, en vêtements chinois. Et voilà, c'est une sorte de numéro exotique, comme Hollywood en est très friand à l'époque. Et Minnelli, ça ne lui suffit pas. À partir de ce pas de 2, qui est censé durer 2 ou 3 minutes, il va inventer un cadre somptueux, toute une histoire, un prologue qui dure 2 fois plus que le numéro initial prévu, et que je vais vous montrer. C'est-à-dire, je ne vais pas vous montrer le duo dansé, je vais vous montrer le prologue conçu par Minnelli, avec une science de l'alliage entre la stylisation et le réalisme tout à fait étonnante, avec donc une théâtralité, puisqu'il s'agit des Ziegfeld Follies tout à fait assumées, et en même temps une volonté pour Minnelli de recréer un monde qui va servir de cadre au pas de 2, qui est le numéro central. Donc ce monde fait du numéro central un rêve, un cauchemar, et vous allez voir Minnelli nous créer pour nous un monde inspiré du Soho anglais, des Chinatown américains, mais ici c'est plutôt britannique, avec des vieilles chansons qui servent de lien entre les divers mini-épisodes que nous traversons en nous enfonçant dans ce Chinatown, dans ce quartier chinois, avec la découverte de Lucille Bremer en robe jaune, robe chinoise jaune, qui est la couleur préférée de Minnelli, et Fred Astaire en coolie ou en pauvre air chinois, habillé de noir. Et Minnelli invente un petit drame qui va se jouer, un drame en pantomime qui va servir d'écrin finalement au grand numéro. Et vous allez voir ici la virtuosité de Minnelli en termes de mouvement de caméra, d'éclairage, de décor et d'utilisation dramatique du décor et des accessoires, de mise en scène qui mêle le rythme de la musique avec les déplacements des personnages dans l'espace. C'est une séquence inoubliable, même si ça n'est que le prologue de la séquence principale du film. Alors, Ziegfeld Follies, tourné en 1944-45 et sorti en 1946, tellement il y a eu de problèmes. Voilà. Un peu frustrant, hein, mais j'arrête juste au bon moment, en fait. Alors, Minnelli, volontairement, ne s'est pas référé à la culture chinoise, mais à la mode chinoise à la fin du 19e siècle et de ce qu'on appelait les chinoiseries à l'époque, c'est-à-dire de la fascination occidentale pour la culture chinoise. Et vous voyez que là, on a à la fois tous les thèmes minnelliens qui sont à l'œuvre, disons le mélange entre la réalité et l'imaginaire. Et vous avez cette fusion des genres dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un des genres les plus légers, les plus frivoles, la comédie musicale, Minnelli instille du drame de la même manière qu'il va
plus tard, dans ses drames ou dans ses mélodrames, construire des séquences comme de véritables chorégraphies ou de véritables numéros musicaux. Vous noterez également que Minnelli fait un emploi très audacieux de la couleur et de la lumière, c'est-à-dire que la loi du Technicolor de l'époque, surveillée de très près par les conseillers Technicolor, c'était d'éclairer un maximum, puisque c'est une pellicule très lente, Technicolor, donc de tout éclairer pour qu'on voit mieux la chatoyance des couleurs. Mais ce que Minnelli pressent et ce qu'il comprend du procédé Technicolor, c'est l'une de ses forces, c'est-à-dire la densité de ces noirs et la possibilité de jouer grâce aux éclairages avec le contraste entre un noir très dense et des couleurs qui ne sont pas forcément très vives, mais avec des dominantes qui font que lorsque un élément vient rompre la dominante chromatique d'une scène, il saute aux yeux. Une robe jaune, un costume rouge, et puis cette théâtralité onirique représentée par l'éventail tenu par une silhouette, un figurant invisible, un petit peu comme les marionnettes japonaises du bunraku. Voilà, c'est Minnelli, il construit ou il filme ses musicals comme des mini-drames et il va faire profiter ces films plus dramatiques ou ces films non musicaux de l'euphorie avec laquelle il filme les numéros de ces comédies musicales. En fait, ça revient à quoi? Ça revient à ce que moi j'appelle l'expressionnisme minnellien. C'est-à-dire que pour Minnelli, c'est pas tellement qu'il oppose la réalité et l'imaginaire, c'est que pour lui, l'imaginaire, c'est la réalité intérieure des personnages. Et elle s'exprime à l'écran à travers tous les éléments visuels qui existent dans le cadre. Avec les mouvements de caméra, avec les lumières, avec les couleurs, les ombres. Il n'y a même pas besoin de montrer une action frontalement, comme par exemple ici le coup de feu qui va atteindre le personnage joué par Fred Astaire. C'est juste une ombre avec un bras qui tire et une détonation sur la bande-son. Et ce que nous voyons à l'écran, c'est la traduction de ce que ressentent les personnages. Il y a une figure que Minnelli va utiliser de plus en plus au fil des années 1950, c'est la figure du flashback. Et le flashback, c'est la subjectivité du narrateur. C'est-à-dire le point de vue minnellien est toujours un point de vue subjectif lié à ce qui se passe à l'intérieur de ces personnages. Et son drame le plus prestigieux de cette époque-là, produit par John Houseman, le producteur de Citizen Kane, ça va être une adaptation qui, au départ, est très difficile à faire accepter à la MGM pour des raisons de censure ou d'autocensure du code hollywoodien, puisque le sujet en est scandaleux. Il avait d'ailleurs fait scandale à l'époque de la parution du livre. C'est son premier film en flashback et c'est une adaptation de Madame Bovary. Alors, il y a plein d'adaptations de Madame Bovary au cinéma. Je ne suis pas loin de penser que celle de Minnelli est la meilleure, même s'il y a eu des compromis avec le code Hays de censure, qui a objecté notamment à la représentation de l'adultère ou de l'acte sexuel dans l'histoire. Mais comme par hasard, le film démarre par le procès fait à Flaubert sur Madame Bovary. Et le fameux Madame Bovary, c'est moi, eh bien, peut résumer la démarche de Minnelli lui-même, qui fait soigneusement son casting. Il va demander à la MGM de louer les services d'une actrice qui est sous contrat exclusif avec son propre époux, qui est Jennifer Jones, donc qui va être empruntée
ou loué à Selznick, qui va bombarder. Vous savez, c'est le producteur qui bombardait de mémos les réalisateurs. Il va bombarder Minnelli de recommandations quant à la manière de filmer Jennifer Jones. Mais ce qui intéresse Minnelli, c'est qu'il a trouvé chez cette actrice la fragilité inhérente au personnage d'Emma Bovary. Et Minnelli va tourner la séquence, dit-il, en date la plus difficile de sa carrière, qui est le clou du film, et qui est la séquence du bal. Alors c'est une très longue séquence, je vais vous en montrer juste la fin. C'est le seul moment où Emma Bovary arrive à réaliser une partie de ses aspirations romanesques. Elle se fait griser par l'atmosphère du bal, par la musique, par la foule très élégante de ce bal. Et elle y va avec son mari Charles Bovary, qui est dépeint comme un paysan un peu rustre, qui lui est totalement étranger à ce monde. Et il ne fait pas du tout rêver la pauvre Emma. Et tandis qu'il se saoule et que le monde va pour lui chanceler, eh bien Emma, elle est enivrée par la musique et par l'invitation à danser de Rodolphe, joué par Louis Jourdan. C'est Van Heflin qui fait Charles Bovary. Je vous montre juste la fin de la séquence, pour laquelle Minnelli a demandé à Miklos Rozsa une valse un peu dissonante. Et Minnelli va s'inspirer d'une phrase en fait, du roman de Flaubert. À un moment donné, Emma, pendant le bal, manque de s'évanouir. Et on demande à des serviteurs de briser les fenêtres de la salle de bal pour faire entrer de l'air pour ce personnage sur le point de défaillir. Donc, Madame Bovary, 1949. Voilà. Ça peut servir d'être un spécialiste de la comédie musicale quand on a une séquence pareille à filmer, à concevoir. Déjà, la caméra est placée sur une grue et suit l'évolution des couples qui dansent, une séquence assez étourdissante, éblouissante, qui nous fait partager la double subjectivité d'Emma, et qui est enivré par la valse, et de Charles Bovary, qui est enivré tout court. Voilà. Le film est très bien reçu. Et alors, si vous pouvez vous amuser à comparer la scène du bal avec la scène du bal dans le film de Jean Renoir de 1934, à celle du film de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert. Il y en a eu plusieurs autres. Il y a une version pour la télévision aussi avec Nicole Courcelles. Et vous verrez la différence entre un très grand metteur en scène visuel et d'autres réalisateurs qui peuvent être de grands réalisateurs, mais qui n'ont pas les mêmes préoccupations esthétiques que Minnelli. Voilà, alors, des projets personnels, Madame Bovary, qui alternent avec des projets de commande, mais dans lesquels Minnelli arrive à, parfois l'espace d'une séquence, à nous faire à nouveau partager ses obsessions habituelles. Et l'un de ses plus gros succès de ces années-là, c'est 1950, l'un des plus gros succès commerciaux de toute la carrière de Minnelli. C'est une petite comédie familiale, dont il y a même eu un remake quelques décennies plus tard, qui est Le Père de la mariée. Père de la mariée, avec une distribution éblouissante, mais le père, surtout, joué par Spencer Tracy, pour lequel Minnelli va se battre pour qu'il soit distribué dans ce rôle, est formidable. C'est Elizabeth Taylor qui joue le rôle de sa fille sur le point de se marier. Grand bouleversement dans la vie de ce patriarche. Et scène assez chaotique de répétition générale du mariage, la veille du mariage, pendant qu'il y a un orage qui a éclaté, que le prêtre a un empêchement, enfin, il n'y assiste pas, enfin, tout se passe très mal.
Et le soir même, c'est la veille du mariage, le père, joué par Spencer Tracy, va faire un cauchemar. Et dans cette gentillette comédie, avec des moments assez désopilants et assez brillants, eh bien, vous avez cette scène de cauchemar où Minnelli, un petit peu comme dans la scène d'Halloween de Meet Me in St. Louis, chant du Missouri, s'en donne à cœur joie dans des effets de distorsion, effets visuels, effets spéciaux, notamment extraordinaires, dus à ces idées de décor de l'église dans laquelle va se dérouler ce mariage de cauchemar. Donc le cauchemar de Spencer Tracy dans Le Père de la mariée, c'est 1950, énorme succès de l'époque. Voilà, une des nombreuses scènes de rêve ou de cauchemar dans les films de Minnelli, avec y compris cette chambre obscure où, dans laquelle on peut s'endormir et où les démons peuvent vous assaillir. Et donc Minnelli, dans un de ses derniers films en noir et blanc, qui réalise une séquence, alors cette fois-ci, littéralement expressionniste, dans son utilisation du décor, de la lumière, des cadrages, des surimpressions, des mouvements de caméra, même du costume, le costume avec la jambe de pantalon qui reste coincée dans le sol. Voilà. Vous voyez comme Minnelli arrive à contaminer avec dextérité les genres les plus divers. Une séquence musicale dans Madame Bovary, une séquence de cauchemar expressionniste dans Le Père de la mariée. Vous avez vu un peu plus tôt la comédie musicale qui résume un petit peu toute la démarche minnellienne en comédie musicale. C'est Un Américain à Paris qui se clôt par ce ballet de 17 minutes. On prenait d'ailleurs Gene Kelly, Minnelli et Arthur Freed pour des fous de vouloir terminer un film grand public par 17 minutes sans dialogue et avec un ballet sans chanson. Voilà. Donc, ça vaudra encore à Minnelli plus de prestige qu'il n'en avait auparavant, puisque Un Américain à Paris va remporter l'Oscar du meilleur film, ce qui n'était pas arrivé pour une comédie musicale depuis très longtemps. Les précédents, alors le film est de 1951, les précédentes comédies musicales qui avaient remporté l'Oscar du meilleur film, c'était La Route Sommet d'étoiles avec Bing Crosby, mais qui n'est pas vraiment une comédie musicale, c'est plutôt une sorte de comédie sentimentale avec des chansons. Et puis avant cela, Le Grand Ziegfeld, mais dans les années 1930. Donc le ballet rêvé à la fin d'Un Américain à Paris est une des nombreuses séquences de rêve des films de Minnelli, musicaux ou non. Et le prochain extrait que je vais vous passer, c'est sans doute le drame le plus connu de Minnelli et qui fait partie d'une veine assez riche au début des années 1950 des films sur Hollywood. Si je vous cite Chantons sous la pluie, ou Sunset Boulevard, ou Une étoile est née, ou La Comtesse aux pieds nus, ces films qui ont été notamment très bien analysés dans un livre par Marc Cerizuelo. Les métafilms, les films de Hollywood sur Hollywood, souvent teintés de satire, parfois d'acrimonie, Le Grand Couteau de Robert Aldrich, ou parfois d'ambiguïté, comme ce chef-d'œuvre qui est The Bad and the Beautiful, Les Ensorcelés, réalisé par Minnelli, dont je vais vous montrer une séquence dont le réalisateur était très fier. Alors, je vous résume juste
l'intrigue pour que vous compreniez le contexte de la séquence. Ce film est raconté en flashback et c'est le portrait par divers personnages qui l'ont connu d'un grand producteur hollywoodien qui est joué par Kirk Douglas. Chacun des personnages évoquant une facette de ce grand producteur qui est aussi tyrannique et nocif dans ses rapports privés que génial dans ses activités professionnelles. Et donc cette ambiguïté culmine avec la séquence sur la star féminine jouée par Lana Turner, superstar de la MGM de l'époque, qui joue le rôle d'une actrice névrosée qui vit dans le passé d'un père idolâtré, et que le producteur, donc Kirk Douglas, il s'appelle Jonathan Shields dans le film, sort de l'anonymat pour en faire une star et pour en faire aussi une grande actrice en la séduisant pour qu'elle arrive à surmonter ses démons et à resplendir à l'écran. Alors, il y réussit. Et la séquence que je vais vous montrer, c'est la séquence après la grande première du film, où Georgia, jouée par Lana Turner, est devenue une star. Et Jonathan Shields, Kirk Douglas, le producteur, n'est pas allé à la soirée de fête après l'avant-première. Donc, Georgia Morrison, l'actrice, la star, se rend chez lui, parce qu'évidemment, elle est amoureuse de lui. Alors, vous allez voir la séquence du rejet et du rapport conflictuel entre les deux membres de ce couple. Vous verrez aussi à quel point, pour ce film encore une fois en noir et blanc, Minnelli utilise les éléments du décor, la lumière, les ombres, la profondeur de champ aussi. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais c'était visible déjà dans l'extrait de Ziegfeld Follies, avec les différents niveaux de profondeur dans lesquels l'action se déroule. Et dans le scénario, à la fin de cette séquence, Georgia devait juste quitter la maison du producteur et repartir en voiture. Et Minnelli a eu l'idée d'une coda, d'un petit épilogue sur cette séquence, qui est devenue l'une des scènes phares du film, l'une des plus célèbres tournées par Minnelli, quasiment chorégraphiée en studio de Lana Turner dans sa voiture après son rejet. Donc je vais vous montrer la séquence en entier. Enfin non, j'ai coupé un petit peu le début, mais à partir du moment où Jonathan, Kirk Douglas, va ouvrir à Georgia. Voilà, donc Minnelli tourne en studio évidemment cette séquence très stylisée où il fait placer une voiture coupée en deux sur un plateau tournant et à l'aide de l'éclairage, des mouvements de caméra, des effets de pluie et du jeu extraordinaire de Lana Turner. Elle a toujours dit que Jennifer Jones et Lana Turner étaient des actrices sous-estimées, sous-employées à Hollywood. Arrive à tourner cette séquence en une prise. Alors il y a l'insert du pied sur le frein, mais sinon, voilà, tourner en une prise comme une sorte de morceau de bravoure, une scène qui n'est même pas dans le scénario d'origine et qui montre bien que Minnelli il a besoin en fait de tous les éléments que peuvent lui apporter la mise en scène cinématographique pour exprimer en fait ce que les personnages ne peuvent pas dire à l'écran. Voilà, et Minnelli est là pour les exorciser en quelque sorte ou leur faire, disons,
leur faire sortir ce qu'ils ont en eux pour nous le montrer en faisant de l'univers qui les entoure le monde du film qu'il a créé pour nous. Avec Kirk Douglas, que vous avez vu ici, vous avez vu d'ailleurs la manière dont les deux personnages sont éclairés très différemment dans la scène de confrontation. Lana Turner, la star dans la lumière, avec un éclairage de star sur elle. Et puis Kirk Douglas, Jonathan Shields, le personnage torturé, souvent dans l'ombre ou à moitié caché dans l'obscurité, avec à nouveau cette espèce de grille d'escalier et l'apparition de la jeune starlette jouée par Elaine Stewart, d'abord dont on voit l'ombre se profiler sur le couple qui s'enlace. Kirk Douglas qui va devenir l'un des interprètes les plus mémorables de Minnelli pour une sorte de trilogie de la création, on peut dire. Ici, Les Ensorcelés. Ensuite, en 1955, La vie passionnée de Vincent Van Gogh, Lust for Life, l'un des plus beaux biopics consacrés à un peintre jamais tourné à Hollywood. Et puis, en 1962, alors que Hollywood est en train de décliner artistiquement et commercialement et financièrement, Minnelli va tourner une sorte de film, pas vraiment de suite, mais de film jumeau des Ensorcelés, encore plus désenchanté, qui s'appellera 15 jours ailleurs, 2 weeks in another town. Alors, nous en revenons à 1952-53, à partir du film dont je vais vous présenter un extrait maintenant, qui est une comédie musicale, c'est Brigadoon. Ça date de 1954. Et à partir de ce film-là, Minnelli va employer un nouveau procédé, l'écran large, le cinémascope, qu'il va employer dans presque tous ses films ultérieurs, en tout cas tous ceux réalisés pour la MGM. Le cinémascope, c'est un format nouveau, c'est un format pour lequel il a notamment beaucoup de mal à tourner le film sur Van Gogh, puisque quasiment aucun tableau de Van Gogh n'adopte un format similaire à celui du cinémascope, à part celui du champ de blé avec les corbeaux. Donc, l'utilisation par Minnelli de cet écran large, qui fait partie des techniques inventées ou mises sur le marché par Hollywood pour essayer de concurrencer la télévision, qui est en passe de devenir le média de divertissement numéro 1 des foyers américains, supplantant ainsi le cinéma. C'est une des raisons pour lesquelles Hollywood va décliner, une des raisons, pas la seule, mais une des raisons. Et Minnelli s'adapte très bien à cet écran large. Vous allez le voir ici dans une séquence dramatique du film Brigadoon. C'est une sorte de conte de fées musical avec Gene Kelly et Syd Charisse. Un conte qui est aussi une histoire d'amour fou entre un Américain qui se rend en Écosse pour chasser, c'est un passionné de chasse, il y va avec un copain à lui, et puis qui se retrouve en pleine forêt confronté à l'apparition d'un village enchanté qui s'appelle Brigadoon, un village écossais. C'est là qu'il va y rencontrer Fiona, jouée par Syd Charisse. Et ce monde rêvé, en fait, ce village ne prend ne prend réalité qu'une fois par siècle, c'est-à-dire une journée par siècle. Et à un moment donné, le sortilège de Brigadoon manque d'être rompu et Brigadoon manque de disparaître éternellement, puisque le sort veut que si un des habitants du village quitte le village pendant une journée, au cours de cette journée, eh bien le village disparaîtra à jamais.
Alors, ce que vous allez voir, c'est la fin d'une cérémonie de mariage, folklore écossais, réinterprété par la chorégraphie de Gene Kelly. Et l'écran large de Minnelli qui se prête très bien au mouvement d'ensemble de la fête écossaise. Et puis, rupture, apparition du drame au sein de cette fête de mariage. Vous allez voir que les héros du film, ce ne sont pas eux qui se marient dans cette séquence, ce sont des personnages secondaires. Les héros du film qui sont joués par Gene Kelly et Sid Charisse sont à l'arrière-plan. Mais pour qu'on les voit bien, Sid Charisse est la seule qui est habillée en rouge. Donc ils assistent à la fête. Et ils assistent aussi à l'interruption de la fête par un prétendant de la mariée, un prétendant éconduit, qui se fait rejeter par la communauté et qui menace de quitter le village pour du coup le faire disparaître à jamais. Donc ce que vous allez voir, c'est la fin de la scène de mariage interrompue, suivie de la poursuite après cet individu qui menace le village de disparition. Et c'est traité comme un spectacle total, entièrement tourné en studio, avec une forêt reconstituée. Et pour moi, c'est l'équivalent cinématographique d'un air d'opéra ou d'un morceau d'opéra. C'est-à-dire que vous avez les chœurs qui chantent, on ne sait pas d'où ils viennent, c'est les villageois sans doute. Une séquence entièrement construite autour de la partition musicale et avec une caméra plus virtuose que jamais. C'est plus la caméra que les personnages qui dansent. Donc vous allez voir la rupture entre le mariage où la caméra suit la chorégraphie et ensuite c'est la caméra elle-même qui devient le centre du mouvement chorégraphique jusqu'au clou de cette séquence. Donc Brigadoon, le drame opératique au sein d'une comédie musicale. Ça fait presque 1h30, on a presque fini, malheureusement. Alors, je vais essayer quand même de vous montrer encore 2 extraits. Si on peut dépasser un tout petit peu. Un tout petit peu, hein. Alors, d'abord un extrait. Alors, une autre comédie, l'une des plus brillantes réalisées par Minnelli, en cinémascope, c'est La femme modèle, Designing Woman, avec Lauren Bacall et Gregory Peck. Elle est une styliste de mode qui, comme par hasard, crée des costumes pour un spectacle musical. Et lui est un journaliste sportif. Et chacun, alors il tombe amoureux, et chacun, un petit peu comme dans le film La femme de l'année, avec Spencer Tracy et Katharine Hepburn, découvre le monde de l'autre avec incompréhension et presque terreur. Gregory Peck assiste à un défilé de mode, il trouve ça épouvantable, et Lauren Bacall assiste à un match de boxe et reçoit des éclaboussures de sang sur le visage. Tout ça avec une intrigue policière, une construction en flashback extrêmement sophistiquée, et puis un clou à la fin du film où les 2 univers, comme souvent chez Minnelli, arrivent à fusionner, celui de l'homme et celui de la femme, les 2 héros du film. Elle est menacée par des gangsters. Il arrive trop tard pour s'y opposer. Et c'est le chorégraphe du spectacle dont elle dessine les costumes qui va sauver la mise. Il est joué par Jack Cole, grand chorégraphe du musical hollywoodien. Et alors qu'il est moqué dans les premières séquences où il apparaît comme un intellectuel relativement efféminé par le personnage de Gregory Peck, voici comment Minnelli introduit une séquence chorégraphique au milieu d'une scène d'action dans cette comédie de 1957. Voilà, donc on va s'arrêter là. En fait, j'avais prévu un autre extrait, mais c'est déjà pas mal d'en avoir projeté 9/10, parce que vous allez avoir tout à l'heure... Alors,
Merci. Mais attendez, comme vous allez voir tout à l'heure, l'un des plus beaux films de Minnelli qui est Comme un torrent, Some Came Running. Donc je vais juste vous dire 2-3 choses de ce film. C'est un film qui date de 1958, qui est une année faste pour Minnelli, puisque la même année, il va obtenir l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Gigi. Pour le film que vous allez voir, Shirley MacLaine sera nommée à l'Oscar de la meilleure actrice. Elle est extraordinaire dans ce film. Le héros, c'est Frank Sinatra. Il est affublé de 2 complices, si on peut dire, qui sont Shirley MacLaine et Dean Martin. C'est le Rat Pack d'Hollywood à l'époque. C'est un film d'après un roman fleuve de James Jones qui a été admirablement condensé en un film assez long, mais très prenant et extrêmement émouvant. Sur le thème, maintenant, familier du cinéma de Minnelli, qui est le thème du personnage inadapté à son décor, en l'occurrence le décor de sa ville natale qu'autrefois, qu'il a fui depuis de longues années et où il revient. Autre chose qui parcourt aussi toute l'œuvre de Minnelli, ce sont des personnages de créateurs ou d'artistes qui sont bloqués ou qui sont inhibés et que les événements vont amener à se ressourcer et à faire renaître leur création. C'est l'un des films préférés de Martin Scorsese, notamment pour son évolution en crescendo vers 20 minutes finales absolument extraordinaires. Je ne vous en dis pas plus. Le film est remarquable pour son utilisation de décors naturels dans la ville d'Indiana, où Minnelli a reconstitué l'environnement urbain fictif du roman. C'est l'un des meilleurs rôles de Frank Sinatra et c'est certainement le grand rôle au cinéma de Shirley MacLaine dans le rôle de Ginny, une pauvre fille plutôt abusée par le sexisme et le machisme ambiant. Une vraie création, une collaboration entre Minnelli et l'actrice, ne serait-ce que jusqu'aux plus petits détails de ses intonations, de son habillement, de son maquillage et de ses accessoires. C'est le personnage de Ginny, donc Shirley MacLaine, qui porte l'émotion du film, même si le protagoniste est joué par Frank Sinatra. Vous noterez dans Comme un torrent, encore une fois, la grande virtuosité de Minnelli dans l'utilisation du cinémascope et son audace dans l'utilisation de la couleur et de la lumière qui exacerbe ce splendide mélodrame. Donc merci beaucoup, restez pour le film de tout à l'heure et à la prochaine fois. Merci à l'Unipop. Merci beaucoup. Merci vraiment. On vous encourage à voir Comme un torrent. Bonne fin de soirée, à bientôt.